La scène la plus marquante du film n'a pas été réalisée par le réalisateur du film. Et oui, la scène d'ouverture, celle de la maison de campagne, est souvent considérée comme la meilleure du film. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'elle a été réalisée par Danny Boyle, le réalisateur du premier film. Boyle est revenu pour raconter un abandon immédiat, sans justification. Résultat, le film commence par un acte de lâcheté pure. Et restez, parce que le thème de la lâcheté est central dans le film et raconte beaucoup de choses. Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Open. Ici, on va parler de films, de séries télé, mais aussi très certainement de tout ce qui pourrait se rapprocher de la pop culture. Cette vidéo, pour les besoins de l'analyse, sera malheureusement remplie de spoilers. Donc si vous n'êtes pas gêné par le fait de tout connaître du film, restez. Mais dans le cas contraire, d'autres vidéos sont disponibles sur ma chaîne. Maintenant que vous êtes prévenus, bon visionnage à tous. 28 semaines plus tard est la suite du film culte 28 jours plus tard, réalisé par Danny Boyle et scénarisé par Alex Garland. Le film avait marqué les esprits et fort de ce succès critique et commercial, les producteurs ont voulu savoir ce qui se passerait après l'épidémie. Ils se sont concentrés sur les conséquences à moyen terme de l'épidémie et sur la reconstruction d'un pays en ruine. Le scénario de 28 semaines plus tard est confié à Juan Carlos Fresnadillo sur une idée de Rowan Jaffe. Il fait appel à ses collaborateurs Enrique López Lavigne et Jesus Olmo pour consolider le concept d'une famille tentant de se reconstruire après la première épidémie. Alex Garland a lui aussi collaboré pour maintenir une cohérence après le premier film. L'objectif était de montrer non seulement la propagation du virus, mais aussi les erreurs humaines dans la gestion d'une crise de cette ampleur et les dilemmes moraux liés à la survie. Alors que le premier film suivait un petit groupe de survivants, la suite adopte une perspective plus large, introduisant la militarisation de Londres, les enfants porteurs sains du virus et la menace d'une contamination à grande échelle. Juan Carlos Fresnadillo, réalisateur espagnol du film génial Intacto, a imprimé son style brutal et nerveux au film, avec un accent sur l'action et l'horreur visuelle. Avec un budget de 15 millions de dollars, ils ont eu la possibilité de créer des scènes de foule infectées et des séquences spectaculaires dans le métro ou les rues en flammes. L'introduction des porteurs sains ajoute une dimension biologique et narrative nouvelle. La menace est peut-être cachée, imprévisible et insidieuse. Il y a 6 mois, un virus a décimé l'Angleterre et a transformé presque toute la population en monstres sanguinaires. Les forces américaines d'occupation ayant déclaré que l'infection a été définitivement vaincue, la reconstruction du pays peut maintenant commencer. Don a survécu à ces atroces événements, mais il n'a pas réussi à sauver sa femme et la culpabilité le ronge. Lorsqu'il retrouve ses enfants, Andy et Tammy, qu'il n'avait pas revus depuis la catastrophe et qui reviennent à Londres avec la première vague de réfugiés, il leur apprend la mort de leur mère. Partagés entre la joie des retrouvailles et du chagrin, tous trois tentent de se reconstruire et de reprendre une vie normale dans la ville dirigée par l'armée américaine. Pourtant, quelque part, un effroyable secret les attend. Tout n'est pas terminé. 28 semaines plus tard est un film que j'aime. Je le trouve solide, cohérent et parfois très juste. Je ne le considère pas comme un chef-d'œuvre. Il a des lourdeurs, il a des choix discutables, mais il a aussi une vraie tenue thématique. C'est ce qui le rend intéressant à analyser. Surtout quand on s'éloigne de la simple question du spectacle. Le film se situe après la fin, après la panique, après l'effondrement. Il raconte un moment rarement évoqué dans les films post-apocalyptiques. Le moment du retour. Le moment où l'humanité pense pouvoir reprendre une forme stable. Ce point de départ oriente le récit. Londres est déclarée sûre, les militaires encadrent la population. Les survivants reviennent, les immeubles sont nettoyés, les rues sont surveillées. La vie quotidienne reprend une forme lisible. Cette reconstruction repose sur une promesse claire. La catastrophe appartient au passé. Le film montre rapidement que cette promesse repose sur un sol fragile. La civilisation présentée dans 28 semaines plus tard fonctionne sur un système technique. Elle repose sur des règles, des accès, des protocoles et des armes. Elle n'est pas portée par une vision collective. Elle est maintenue par la contrainte. Cette approche donne une impression d'efficacité, mais elle donne aussi une impression de froideur. La fragilité de cette civilisation apparaît dans son incapacité à intégrer l'imprévu. Sir, I should have been notified before children were brought in. We've not even established the protocol for minors. What are you afraid of?
Tout est pensé pour un monde figé. Tout est organisé pour une situation stable. La moindre faille provoque une réaction en chaîne. Une porte mal verrouillée, une décision précipitée ou une erreur humaine suffit. Le film insiste sur cette idée sans détour. La société reconstruite ne tombe pas lentement. Elle s'effondre en quelques minutes. La panique traverse les étages, les soldats tirent sans discernement. Les civils deviennent des cibles et les règles disparaissent. Cette chute brutale révèle une vérité simple. La civilisation tient tant que tout se déroule comme prévu. Elle disparaît dès que le réel résiste. Le film ne cherche pas à idéaliser le monde d'avant. Il ne montre pas une société juste qui aurait été injustement détruite. What if it comes back? It won't come back. What if it does? If it comes back, we kill it. Il montre une organisation fragile qui tente de se maintenir par la force. Cette approche donne au film une tonalité sèche. Elle empêche toute nostalgie confortable. Cette fragilité est étroitement liée à l'illusion de la restauration. Le film montre une reconstruction matérielle. We have hot and cold running water, 24-hour electricity, a medical center, a supermarket, and even a pub. Les bâtiments sont debout, les infrastructures fonctionnent, les logements sont attribués. Cette restauration donne une impression de progrès, mais cette impression repose sur une négation. La société reconstruite refuse d'affronter ce qui a été perdu. The last infected human died 6 months ago. We weren't here 6 months ago. Elle refuse d'interroger les fautes individuelles. Elle refuse d'interroger les responsabilités collectives. Elle impose un silence fonctionnel. Ce silence permet au système de tourner, mais il empêche toute cicatrisation réelle. La famille au centre du récit incarne cette logique. Le film établit un lien direct entre responsabilité collective et choix individuels. Cette construction devient instable par nature. L'illusion de la restauration se manifeste aussi dans la mise en scène. Les premiers plans sont propres, les cadres sont lisibles et la lumière est contrôlée. Puis, l'image se dérègle. La caméra tremble et les espaces se ferment. Le film traduit visuellement la perte de contrôle. Cette évolution n'est pas subtile. Elle est frontale, elle correspond au projet du film. 28 semaines plus tard ne cherche pas la nuance psychologique fine, il cherche l'impact. Le film affirme qu'une civilisation reconstruite sans réflexion morale est une structure vide. Elle fonctionne jusqu'au moment où l'humain revient au centre. La violence militaire illustre aussi cette impasse. Les soldats appliquent des ordres. Ils ne réfléchissent plus. Ils deviennent les exécutants d'un système dépassé. Abandon selective targeting. Shoot everything. Targets are now free. We've lost control. La reconstruction s'achève dans un massacre organisé. Cette vision ne cherche pas à dénoncer une armée spécifique. Elle pointe un mécanisme. Quand la survie devient une question de gestion, l'humain disparaît rapidement des décisions. Le film se termine sur une extension de la catastrophe. L'infection traverse les frontières. Le monde ne peut plus contenir le désastre. Cette conclusion ferme toute illusion d'un retour à la normale. La restauration nationale échoue, la restauration globale devient irréalisable. Cette fin donne au film une tonalité pessimiste. Elle ne cherche pas à choquer, elle découle logiquement de ce qui précède. Une société fragile ne peut pas soutenir un monde instable. Cette première partie de l'analyse parle avant tout de structure. Elle parle de murs, de règles, de systèmes. Elle montre comment ces éléments s'effondrent. Elle prépare le terrain pour une réflexion plus intime. Le film place son origine dans un acte précis. Un homme qui fuit et qui abandonne. La catastrophe globale commence par une lâcheté individuelle. C'est là que 28 semaines plus tard devient encore plus intéressant. La reconstruction échoue parce qu'elle repose sur des hommes qui ont appris à se sauver avant d'apprendre à vivre ensemble. Dans 28 semaines plus tard, la lâcheté individuelle traverse tout le récit. Le film observe l'être humain lorsqu'il est acculé, menacé et privé de sécurité. Il s'intéresse aux choix faits dans l'urgence. Il montre ce que la peur produit quand elle devient le moteur principal de nos décisions. Le virus agit comme un révélateur. Il pousse les personnages dans un état de tension permanente. Chaque seconde devient une question de survie. Chaque geste devient instinctif. La réflexion disparaît. Les conséquences ne sont même plus envisagées. Le monde du film repose sur cette logique. La peur précède l'action. Elle la justifie. Elle l'excuse parfois. Elle façonne des comportements bruts. Don incarne cette dynamique dès la première séquence. Son acte fondateur se produit au moment où tout bascule. Il fuit. Il laisse Alice derrière lui. Don! Help us!
Il ne tente pas de l'aider, il regarde en arrière mais il court. Cette fuite définit son personnage. Elle ne s'efface jamais. Elle s'inscrit dans toute la suite du film. Dawn survit grâce à cet abandon. Cette survie devient un poids. Elle s'accompagne d'une culpabilité. Et cette culpabilité reste enfermée. Elle ne se transforme pas en parole. Elle ne se transforme pas non plus en responsabilité. Lorsque Dawn retrouve ses enfants, il cache la vérité. Il évite la confrontation. Il protège l'image qu'il donne. Il préserve un équilibre fragile. I seen them painting. I couldn't do anything. I tried to go back. She was already gone. Was there nothing you could do? No, there was nothing I could do. I'm sorry. Ses choix entretiennent le mensonge. Ses enfants vivent dans un monde reconstruit. Ils cherchent des repères, un récit cohérent. Dawn leur offre une version tronquée. Cette absence de vérité crée un vide. Et ce vide prépare la suite. Dawn aurait pu expliquer sa panique. Il aurait pu reconnaître sa faiblesse. Il aurait pu admettre sa peur. Cette parole aurait été difficile, elle aurait été très douloureuse, mais elle aurait permis une forme de compréhension. Et Dawn choisit l'évitement. La culpabilité devient alors un poison lent. Elle ne pousse pas Dawn à réparer. Elle le pousse à agir seule. Elle nourrit un besoin de justification intime. Et elle produit des décisions précipitées. You said you saw her die. I didn't say that. You did. You said you saw her die. You did. Baby, I didn't use those words. It's very hard for you to imagine, you know? It's too hard to explain. Try to explain it, Dad. Try. Try what you want me to say. I thought I saw Mum die. Wouldn't have told you that. I was sure. That's the point. Mum's alive. Lorsque Dawn apprend qu'Alice est finalement vivante, son comportement suit la même logique. Il agit en secret. Il n'alerte personne. Il ne cherche aucune aide. Il traverse seul les zones interdites. Tout ce qu'il veut, c'est voir Alice. Il veut se libérer de son poids intérieur. Ce choix traduit une lâcheté persistante. Il cherche une solution personnelle à un problème moral profond. I'm so sorry. I'm scared. I shouldn't have run away. I'm scared. Please forgive me. Et cette démarche conduit à une catastrophe. Alice est porteuse saine du virus. Elle représente un espoir scientifique. Elle incarne une possibilité de compréhension. Mais à ce moment-là, Dawn n'est pas au courant. Il l'embrasse et il s'infecte. La chaîne de contamination repart à ce moment précis. Le film établit un lien direct entre la faute initiale et l'effondrement général. Dawn a abandonné Alice une première fois. Il la condamne à mort symboliquement. Il provoque aussi sa mort réelle lors de son retour. Le même geste se répète sous une autre forme. La mort de Dawn n'a rien d'héroïque. Elle résulte de ses choix. Elle s'inscrit dans une logique cohérente. Le film ne cherche pas à le racheter. Il montre une trajectoire. Dawn devient infecté. Il se transforme en menace. Il perd toute humanité apparente. Il poursuit ses enfants. Cette transformation a une portée symbolique forte. Le père devient le danger. La figure protectrice devient destructrice. La faute intime se matérialise physiquement. La culpabilité prend corps. La fuite des enfants structure la deuxième partie du film. Ils courent. Ils se cachent, ils tentent d'échapper à leur père. Le sergent Doyle et la scientifique Scarlett tentent de les protéger. Cette course est tendue, elle est brutale, elle est désespérée. Cette fuite dépasse le simple enjeu de survie. Elle traduit une rupture définitive. Les enfants fuient un homme qui n'a jamais affronté ses propres actes. Dawn poursuit sans reconnaître. Il attaque sans réfléchir. Il agit comme il a toujours agi. Il suit son instinct. Il détruit tout ce qu'il touche. Le film montre ainsi une lâcheté individuelle construite sur la peur, le silence et l'évitement. Cette lâcheté ne reste pas confinée à un seul personnage. Elle contamine l'ensemble du récit. Le film élargit progressivement son propos. Il quitte le cadre intime. Il observe le comportement des groupes. Le film trace un lien clair entre lâcheté individuelle et lâcheté institutionnelle. La peur commence chez un homme, elle se diffuse et elle devient politique. La peur ne disparaît jamais. Elle change simplement de visage. Au-delà de l'intime et du personnel,
28 semaines plus tard, s'attaque aussi à une autre forme de lâcheté. Cette lâcheté concerne les institutions. Elle concerne les structures censées protéger la population. Le film déplace alors son regard vers le pouvoir et vers sa gestion de la crise. Le gouvernement américain occupe alors une place centrale dans cette représentation. Il incarne une autorité militaire, technologique et administrative. Il apparaît d'abord comme un rempart. Il rassure, il organise, il encadre. Il promet un retour à la normalité. Les militaires entrent en scène comme des figures de protection. Ils contrôlent les accès, ils testent les civils, ils sécurisent les bâtiments. Leur présence donne un sentiment d'ordre. Elle donne une impression de maîtrise. Cette impression repose sur des procédures visibles. Chaque personne qui entre dans la zone sécurisée subit des contrôles. Chaque déplacement est surveillé. Chaque immeuble est sous autorité militaire. Le danger semble contenu. Cette organisation inspire une confiance immédiate. Elle rassure les survivants. Elle rassure le spectateur. Mais cette confiance se fissure rapidement. Les militaires récupèrent Alice après l'avoir retrouvée vivante. Ils savent qu'elle a été exposée au virus. Ils savent que la situation reste instable, mais ils la font entrer dans la zone sécurisée à l'intérieur pour effectuer des tests. Ce choix expose toute la population à un risque majeur. Cette décision révèle un premier dysfonctionnement. Les autorités savent que le virus existe encore. Ils savent que des porteurs sains sont possibles. There's no question, sir. She has the virus. She's infected. Ils agissent comme si le danger était maîtrisé. Aucune zone intermédiaire n'existe. Aucun espace tampon n'est prévu. Les tests ont lieu au cœur même de la zone habitée. Cette organisation traduit un déni profond. Le système refuse d'admettre sa propre fragilité. La zone sécurisée fonctionne comme une vitrine. Elle doit donner l'image d'un contrôle total. Elle ne doit pas montrer ses failles. Elle préfère les dissimuler. Cette logique traverse toute la gestion de la crise. Don, simple gardien d'immeuble, possède une carte d'accès. See this, look. It says AAA, access all areas. That's me. I basically run the place, you know? No, you're the caretaker, really, aren't you? No, I run the place. Cette carte lui permet d'ouvrir des portes. Elle lui permet de circuler librement. Elle lui permet même de contourner la sécurité. Le système repose sur une confiance mal placée. La zone sécurisée se révèle perméable. Les protocoles ne suffisent pas. Et le film insiste sur cette faille. La sécurité affichée ne résiste pas à l'erreur humaine. Les autorités continuent pourtant à affirmer que la situation est sous contrôle. Everything's fine. Don't worry. We'll be back in a moment. It's probably nothing. Damn, it didn't sound like nothing. He said to be back in a moment. Elles maintiennent un discours rassurant. Ce discours, pourtant, masque une réalité instable. Lorsque Don se transforme et commence à attaquer les militaires, la façade s'effondre. Les réactions deviennent désordonnées. Les décisions se succèdent sans cohérence. La panique s'installe et une alarme générale est déclenchée. Les civils sont alors regroupés dans une salle de confinement. Cette décision vise pourtant à protéger, mais elle crée un piège. Hey, why are you sealing us inside here? Protection! But just guard the door. You don't need to lock it. Protection! Don s'y infiltre et la situation explose. Les militaires perdent le contrôle de la contamination et les ordres deviennent extrêmes. La distinction entre infectés et non infectés disparaît. Les soldats reçoivent l'ordre de tirer sur tout le monde. No shot. Abandoned selective targeting. All targets are now free. Confirm order? Rooftop units target everyone at ground level. No exceptions. Repeat, no exceptions. Cette décision marque un basculement moral. La logique militaire privilégie l'élimination. Elle sacrifie les innocents. Elle refuse l'incertitude et elle choisit la solution la plus radicale. Cette violence traduit une peur collective. Les autorités ne savent plus quoi faire. Elles agissent dans l'urgence. Elles cherchent à stopper la crise à n'importe quel prix. Les civils deviennent donc des dommages collatéraux. Leur humanité disparaît derrière les ordres. Leur statut change. Ils deviennent des risques à neutraliser. Le film montre cette déshumanisation sans détour. Les tirs fauchent les foules, les cris résonnent, la confusion domine et les soldats obéissent
et exécute. Cette obéissance révèle une lâcheté institutionnelle. Les décisions viennent d'en haut, les responsabilités se diluent. Personne ne porte la faute. Le système agit seul. La violence se déplace ensuite dans les rues. Des snipers sont postés sur les toits, ils tirent sur les survivants qui tentent de fuir. L'infection n'est plus vérifiée. La suspicion suffit. La peur dicte les gestes. Les militaires préfèrent tuer que d'hésiter. Ils préfèrent éradiquer que comprendre. Ils préfèrent contrôler par la mort. Cette logique atteint son paroxysme avec l'utilisation de la bombe au napalm. La ville est bombardée. Les flammes engloutissent les bâtiments. Les rues disparaissent. Les survivants disparaissent. Le recours à une arme de destruction massive signe l'échec total du système. Il révèle une volonté claire. Effacer le problème. Effacer les traces et effacer les responsabilités. La destruction devient une décision politique. Cette décision rappelle les choix de Don à une autre échelle. Don a fui pour survivre. L'armée détruit pour reprendre le contrôle. Les motivations diffèrent, la logique reste similaire. La peur pousse à l'évitement, elle pousse à la fuite en avant, elle pousse à la violence aveugle. Le film établit un parallèle constant entre l'individu et l'institution. La lâcheté personnelle prépare la lâcheté collective. Le mensonge intime prépare le mensonge d'État. Les autorités refusent de reconnaître leurs erreurs. Elles refusent d'admettre la fragilité du système. Elles préfèrent l'illusion du contrôle à l'acceptation de la réalité. Cette décision conduit à des choix inhumains. Elle sacrifie des vies pour préserver une image de puissance. Elle transforme la protection en extermination. La fin du film prolonge cette vision. La contamination s'étend au-delà de Londres. Le feu ne suffit pas. La destruction ne suffit pas. Et le problème dépasse les frontières. Cette conclusion confirme l'échec des institutions. La violence n'a rien réglé. Elle a seulement déplacé le danger. Le film propose ainsi une lecture sombre de l'autorité. Il montre des structures incapables de gérer la complexité humaine. Il montre des pouvoirs qui confondent contrôle et destruction. Il associe la peur à la prise de décision. Il associe le pouvoir à la lâcheté. Le film observe un monde où la survie écrase toute autre valeur. Il observe une humanité prête à tout sacrifier pour se protéger. La lâcheté traverse chaque niveau du récit. Elle commence chez un homme isolé, elle s'étend à une armée entière. Le film se referme sur cette certitude. Quand la peur gouverne, l'humanité recule. Et quand le pouvoir agit par peur, il devient aussi dangereux que la menace qu'il prétend combattre. Au terme de ces 3 parties, 28 semaines plus tard dessine un portrait peu flatteur de l'humanité. Le film ne parle pas uniquement d'un virus ou d'une apocalypse fictive. Il parle de comportement. Il parle de réflexes humains face à la peur. Il parle de ce qui surgit quand les repères disparaissent et que les décisions doivent être prises. Cette lecture résonne fortement avec l'actualité. Les crises sanitaires, politiques ou climatiques récentes ont rappelé une réalité simple. L'être humain agit rarement de manière rationnelle sur la durée. Il agit sous l'effet de l'émotion. Il agit pour se protéger et parfois au détriment des autres. Les institutions elles-mêmes suivent cette logique. Elles privilégient l'image dans le contrôle. Elles sacrifient la nuance. Le film met en scène cette mécanique sous différentes échelles. L'individu agit par instinct. Le groupe agit par peur. Le pouvoir agit par réflexe autoritaire. Et ces niveaux se répondent. Ils se nourrissent. Ils produisent un enchaînement de décisions qui mènent au désastre. C'est pour cette raison que 28 semaines plus tard est souvent jugé incohérent ou stupide par rapport au choix de ses personnages. Beaucoup de décisions paraissent absurdes. Beaucoup de comportements semblent totalement illogiques. Ces critiques ne sont pas infondées sur le plan strictement narratif, mais elles passent pourtant à côté de quelque chose d'essentiel. Les personnages du film agissent comme des êtres humains ordinaires. Ils agissent avec leur cœur et avec leur inconscience. Et plus que tout, ils agissent avec leur lâcheté. Ces moteurs produisent rarement des décisions élégantes ou rationnelles. Ils produisent surtout des erreurs. Le film fait le choix de montrer cette humanité-là. Il refuse la figure du héros toujours lucide et cohérent. Il préfère des personnages faillibles. Cette approche explique certaines lourdeurs du film. Elle explique aussi sa force thématique. Les incohérences deviennent le reflet d'un comportement humain. Le récit avance par réaction émotionnelle. Il s'effondre
par accumulation d'erreurs. 28 semaines plus tard ne propose pas une vision idéalisée de l'homme. Il observe, expose et met en tension. Le film n'est pas parfait. Il n'atteint pas non plus la radicalité formelle de son prédécesseur. Il garde pourtant une vraie cohérence dans ce qu'il raconte. Il s'impose comme une suite solide. Il prolonge l'univers sans le trahir. Il déplace seulement son regard vers des questions plus larges. 28 semaines plus tard reste avant tout un film divertissant. Il est tendu, il est brutal, il est efficace. Et il gagne en intérêt quand on s'arrête sur ce qu'il dit sur nous. Il montre une humanité fragile, des institutions dépassées. Il montre des choix dictés par l'urgence plutôt que par la réflexion. Et dans ce miroir sombre, le film nous renvoie à une question simple. Que faisons-nous réellement quand tout vacille? Pas ce que nous aimerions faire, mais ce que nous faisons vraiment. Et voilà mon analyse sur le film 28 semaines plus tard. Le film a clairement un côté hollywoodien qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Mais il reste une bonne suite, avec ses défauts, certes, mais vraiment divertissant et très intéressant. En plus, Robert Carlyle est définitivement un atout. Il est génial cet acteur. Certaines scènes sont folles, et le côté métaphore d'une guerre civile est vraiment intéressant. J'ai quasiment aimé cette suite autant que le premier. Ils ont chacun leurs atouts et leurs défauts, et c'est ce que j'aime dans cette suite. Garder l'essence du premier film tout en s'en détachant radicalement. Alors comme je disais plus tôt, ce côté hollywoodien avec une image et une colo ultra léchée, certaines décisions de personnages qui sont étranges, certains éléments du scénario dits incohérents en font une suite beaucoup moins appréciée, mais je lui trouve beaucoup de qualité. Et il faut dire qu'à l'heure actuelle, la thématique de la lâcheté collective résonne étrangement avec notre actualité. Et je dis ça avec tristesse. Si vous avez une suggestion d'une œuvre, ou une question, ou l'envie de discuter avec moi, faites-le en commentaire, ce sera avec très grand plaisir. La prochaine vidéo arrive très prochainement, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être resté jusqu'à la fin, et comme d'habitude, donnez de la force, un pouce bleu, un commentaire, un abonnement à la chaîne, c'est très important pour moi. Je ne vous remercierai jamais assez. Et sur ce, à bientôt sur la chaîne Open. Ciao!